Geronimo Stilton, tome 2, Le Galon des chats pirates. Montre-toi, Stilton. Quel remue-ménage ce matin-là, quand j'arrivai à mon bureau. Si son souris hérissé à le sourcil froncé, gesticulait sur la place. Le museau en l'air, on aurait dit qu'elle fixait la fenêtre de la salle de rédaction. Puis elles se sont mis à scander Stilton, Stilton, montre-toi, Stilton, Geronimo Stilton. Heureusement que personne ne m'avait reconnu. Geronimo Stilton, c'est moi. Rapide comme un rat, je me suis faufilé au milieu de la foule. J'ai poussé la porte de service et grimpé l'escalier 4 à 4. Au bureau où j'entrais dans mon bureau, tout essoufflé, ma comptable s'est jetée sur moi. Monsieur Stilton, c'est horrible, chicota-t-elle en secouant sous mon nez les nuages que nous venions de publier. Monsieur Stilton, il n'y a pas une seule adresse de correcte dans les pages jaunes. Le de Souricia, pas une. Pâle comme un camembert, je feuilletai frénétiquement l'annuaire. Adresse, email, numéro de téléphone, tout est faux. Je suis ruiné, m'écriai-je, en m'arrachant les moustaches de désespoir. À ce moment, une nouvelle clameur monta de la foule. Je m'approchai de la fenêtre. Au centre de la place s'élevait un immense feu de joie. C'étaient mes annuaires qu'on brûlait. Une souris particulièrement déchaînée tendit la patte dans ma direction. Voilà, c'est lui, c'est Geronimo Stilton, l'éditeur qui a publié les pages jaunes, celui qui a mis la fiche sans dessus-dessous. Les foules scandaient Stilton, Stilton, montre-toi, Stilton. Soudain, tous les téléphones du bureau sonnèrent. En même temps, j'entendis que la fax se mettait à débiter des mètres d'insultes. Je veux parler à monsieur Stilton. Passez-moi cette tête de reblochon. Non, monsieur Stilton n'est pas là. Je ne sais pas où il est, c'est possible. Allez savoir, pourquoi pas, peut-être qu'il reviendra, répondis-je d'une voix de fausette, pour qu'on ne me reconnaisse pas. Je débranchai tous les téléphones. Mais le fax continuait à crachuter des lettres de protestation, tandis que des messages de menaces clignotaient sur les écrans d'ordinateur. On sait où tu te caches, on va venir te chercher. Monsieur Stilton, c'est un désastre, une catastrophe. Tout est faux. Même notre numéro de téléphone, c'est celui de l'usine de papier hygiénique de Simoleux. Ruiné, ma comptable en larmes. Calmez-vous, mademoiselle Flanelle, je maîtrise parfaitement la situation. Enfin, presque, criai-je, en attrapant en vol avec mes dents les feuilles que le fax dépitait en rafale. La cerise sur le gâteau. À ce moment, Sourisette, ma secrétaire, toqua à la porte. Monsieur Stilton, votre cousin Traquenard veut vous parler. Je n'y suis pour personne, criai-je. Il dit que c'est très urgent. Je ne suis pour là. Une minute plus tard, mon cousin, une souris plutôt potelée, au museau rusé, entra dans la pièce, s'assit et posa les pattes sur mon bureau. Excédé, je glapis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas que je suis occupé? Et puis, s'il te plaît, ôte tes sales pattes de mon bureau. Et là, mon cousin, qu'est-ce qui te prend? Chicotait-il en mâchonnant un cure-dent. J'enlevai mes lunettes pour mieux parler. Je me suis fourré dans un joli pétrin, ça ne se voit pas. Ah, j'aurais dû choisir un autre métier, je ne sais pas. Moi, maître nageur ou pâtissier. Tss, déjà que tu t'es fourré dans un beau pétrin et que pour t'en sortir, ça ne sera pas de la tarte. Si tu étais pâtissier, je préférerais avoir les pâtissiers plutôt que de goûter à tes gâteaux. Et Traquenard partit d'un grand éclat de rire. Comment, m'exclamai-je furibond, comment oses-tu te moquer de moi? Je fus interrompu par la sonnerie du téléphone. Si c'est pour moi, je t'en prie, réponds que je ne suis pas là, demandai-je à mon cousin. Il décrocha et lança d'un ton très professionnel. Groupe éditorial Stilton, bonjour. Non, monsieur Stilton est absent. Ah, vous avez bien raison, c'est un nigaud. Une vraie tête de reblochon, oui en effet. Mais comment? Donc je m'en doute. Ça, c'est très juste. Il y a des choses qui ne se font pas. Oui, c'est la cerise sur le gâteau, brayait-il de plus en plus fort. Il raccrocha et me regarda. La cerise sur le gâteau, c'est toi. J'étais fou de rage. Je t'avais demandé de répondre que je n'étais pas là, pas de donner raison aux inconnus qui appellent.
Ce n'était pas un inconnu, c'était Savarin Crétin, le fameux cuisinier. Au lieu de numéro de téléphone de son restaurant, tu as donné celui de la décharge municipale. Je préfère ne pas répéter les noms dont il t'a gratifié. Soudain, le visage de mon cousin s'illumina. En fait, sais-tu quel bon vent m'amène, hein? Le sais-tu? Tu es venu me donner le coup de grâce, grommelai-je. Non, je suis venu te tirer du betterave pâtissier. Sais-tu ce que j'ai à te proposer, hein? Comment le saurais-je? Et d'abord, est-ce que tu peux enlever tes pas de mon bureau? Ainsi donc, commença-t-il. J'ai les moustaches qui se tortillent. Ainsi donc, tous les mercredis soirs à la télé, il passe une émission sur les mystères. Et alors, demandai-je, il paraît que dans les mers du Sud, près de l'archipel Griffu, on a observé une île tout en argent. Mais le plus incroyable, c'est qu'elle ne reste pas en place et qu'elle bouge tout le temps. Alors je me suis dit, et si on partait à sa recherche? Il n'en est pas question, répliquai-je. Tu sais bien que je déteste les voyages. Traquenard prit son air roula. Pourtant, ça ne te ferait pas de mal de disparaître un peu de la circulation. Je ne t'ai pas dit que l'équipe de rugby Surécia t'attendait en bas sur la place. Ils hurlent qu'ils veulent te... Je ne me souviens plus exactement du mot qu'ils ont employé, mais ce n'était pas très joli, murmura-t-il. Puis il reprit. Tu aurais vraiment intérêt à te faire oublier un peu. Et puis songe à cette île mystérieuse. J'ai les moustaches qui se tordillent rien qu'à l'idée de tout cet argent. J'ai oublié Théa et Benjamin sont partants. Il n'y a que toi qui refuses de venir, toujours aussi égoïste. Brusquement, la porte s'ouvrit à toute vite volée. Je sursautai, puis poussai un soupir de soulagement. C'était ma sœur Théa. Tu sais que les pages jaunes sont truffées d'erreurs. Je voulais réserver une table pour un dîner romantique au bistrot du fromage d'or avec mon nouveau fiancé. Je t'ai dit que j'avais un nouveau fiancé. Mais je suis tombée sur une clinique qui m'a proposé une chambre avec tente à oxygène et vue sur les urgences. Il me fit un clin d'œil. Franchement, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Je ne veux plus entendre parler de cerise sur le gâteau, m'écriai-je exaspéré. C'est alors que le serveur du bar entra avec les 6 tasses de camembert que je venais de lui commander. Monsieur Stilton, savez-vous que vous avez confondu le numéro de pizza express avec celui des urgences? Hier soir, j'ai commandé une pizza au fromage et on m'a livré une ambulance à la place. L'infirmière a dit que l'hôpital allait vous faire un procès. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, non? Conclua-t-il en ricanant. Je brouillais, mais je parvins, je me demande encore comment, à me calmer. C'est alors que mon neveu, le petit Benjamin, arriva entre-temps. Tonton, j'ai une chose très importante à te dire. J'ai vérifié et ton nouvel annuaire est bourré d'erreurs. Mon école reçoit plein d'appels destinés à un salon de tatouage. Qu'est-ce que c'est un tatouage, tonton? À propos, le directeur de l'école a 2 mots à te dire à propos de tes gâteaux à la cerise. Je fermai les yeux et inspirai un grand coup. Puis je criai d'une traité de traquenard qui sursauta et en avala presque son cure-dent. C'est bon, tu m'as convaincu, on part tout de suite. Départ à l'aube. Le lendemain matin, à l'aube, nous nous retrouvâmes sur la plage orientale de Surécia, où Traquenard gonflait d'air chaud un énorme ballon violet à pois jaunes. Qu'est-ce que c'est? Où as-tu trouvé ça? M'écriai-je. Oh, c'est une montgolfière d'occasion. J'ai eu pour 3 fois rien en marché au plus. Nous sommes vraiment obligés de voyager en montgolfière. Et tu ne pouvais pas le prendre d'une autre couleur, soupirai-je. Je déteste les voyages. Tia chargeait déjà dans la nacelle les sacs de sable qui servaient de lest. Benjamin ne tenait plus en place. Tonton, tu me prends en photo devant la montgolfière? Au bout d'une demi-heure, le ballon gonflé à bloc se soulevait du sol. Au bout d'une heure, nous larguions les amarres et nous élevions lentement. Dans les airs, je m'assis au fond de la nacelle, chaussai mes lunettes et écrivais dans mon journal de bord. 6h25, nous quittâmes la plage orientale de Surécia. Une brise nord-nord-ouest souffle son mollir et nous pousse vers l'archipel Griffu. Jour après jour, je notais dans mon journal tout ce qui se passait à bord de la montgolfière. Changement de direction de vent, variation d'altitude et reprénage en mer.
Enfin, les 11e jours, à 12h48, l'archipel entendu était en vue. Mon cousin était excité comme une potée de souris. L'île d'argent ne doit pas être loin, regardez bien. Toi aussi, Geronimo, surtout que tu n'as pas bonne vue. Avec mes lunettes, j'ai bien meilleure vue que toi, répliqua-je vexé. Et, à ma vive satisfaction, je fus le premier à apercevoir l'île. Très loin, presque sur l'horizon, scintillant une petite pointe argentée qui se balançait sur les vagues. Très ému, j'essayais d'essuyer les verres de mes lunettes pour mieux voir. Puis je me penchai par-dessus bord où il risque de tomber dans la mer. Oui, c'était bien elle, c'était l'île. Regardez, criai-je fou de joie. Mais au même moment, zint, un boulet de canon siffla à mes oreilles. Zin, zin. 2 autres boulets de canon frôlent la montgolfière. Je l'avais bien dit que ça ne finirait mal. D'ailleurs, je déteste les voyages. Le griffe d'argent. Tia attrapa les jumelles. Qui nous tire dessus? Qui? Hurlait ma sœur. Puis elle clapit. Ce n'est pas nu, c'est un galion pirate, et ce sont des chats. Des chats? Hurla-nous, terrorisés. C'est alors qu'un nouveau boulet creva l'enveloppe du ballon de la montgolfière. Nous tomba. Puis agrippa à la nacelle, nous recracha des litres d'eau salée. Tiens, Benjamin Traquenard, vous êtes vivant, murmurai-je. Mais déjà une chaloupe a approché debout, à la proue un chat blanc et noir miaulait. Plus vite, bande de fripouilles. Dès que nous fûmes à sa portée, il nous harpota et nous hissa à bord. Fils des souris, s'écria-t-il ravi. Ramant avec ardeur, les pirates se dirigeaient vers l'île. En réalité, c'était un énorme galion en voile noire, de grands mâts à la barre à roues, du pont du commandement en gaillard d'arrière, tout était en argent et brillait au soleil. Le navire se nommait les Griffes d'argent. Vive le pirate noir! L'affreux félin qui venait de nous capturer nous poussait un long d'une coursive. Il nous piqua le derrière sur la pointe de son sabre. En avant, rongeur, par ici. Venez rendre hommage à son excellence souris. Prince de Mercure, grand-duc des Embruns, vicomte de la Palourde d'Or, marquis de Tribon et baron de Valqueberizé, le seul, le sublime, le perfide pirate noir, miaula-t-il solennellement. Mon cousin le fixa crânement dans les yeux. Et qui c'est ce souricier, ton chef? Ricana-t-il. Pas impressionné pour dessous. Je n'ai jamais aimé les haricots. Ce sont des crâneurs. Pour ton information, eh bien sache que moi je m'appelle Traquenard. T comme tu me cherches Crominé. R comme rira bien qui rira le dernier. A comme attention je vais me fâcher. Q comme qui s'y est frotté, s'y est piqué. U comme une belle tête au carré. E comme écarte-toi je vais passer. N comme n'essaie pas de t'approcher. A comme allons-y, ça va saigner. R comme recule, je vais t'écraser. D comme dommage pour toi, flibustier. Le chat ricana. Le pirate noir te fera passer l'envie de plaisanter. Cependant, nous avions pénétré dans un immense salon où une centaine de chats picotaient joyeusement à la lueur des bougies. Je distinguais le félin au bout de la table. C'était un chat noir au pelage aussi sombre qu'une aile de corbeau. Ses longues moustaches frisées étaient saupoudrées d'une fiche poussière d'or. Il portait une cape de soie noire et une redingote de velours dont les boutons étaient de précieux rubis rouge sang. Ces redingotes étaient ajustées à la taille pour une épaisse ceinture de cuir avec une boucle en forme de tête de chat. Enfoncé sur son crâne, un chapeau noir à large bord était rehaussé d'une plume dorée qui ondulait lugubrement. Ses bottes étincelantes étaient ornées de boucles qui tintaient à chacun de ses pas. 2 pistolets à grosse nacre et un sabre d'abordage à cadre d'argent étaient glissés dans sa ceinture. Je notai qu'il avait un crochet d'argent au bout de sa patte noire droite. Il s'assit une pomme, la lança en l'air et avec son sabre la coupa en 4, puis il attrapa un quartier au vol avec son crochet d'argent.
Vive souricier, vive le pirate noir, cria tous les pirates comme un seul chat. Celui-ci poussa un miaulement satisfait et se rassit dans son fauteuil en velours écarlate. C'est alors qu'il remarqua notre présence. Tous les félins se retournèrent et, à notre vue, bondirent sur leurs pattes. Des souris, ronronnaient-ils en se léchant les moustaches. Souricier le pirate noir ne me quittait pas des yeux. Je remarquai en frissonnant qu'il avait un œil jaune et l'autre vert. Silence, cria-t-il d'une voix rauque. Tout le monde se tut. Il s'approcha et me souleva le menton du bout de sa griffe. Bien, bien, miaula-t-il d'un air menaçant. Tiens, tiens, souffla-t-il ensuite en gonflant sa queue. Miam, miam, siffla-t-il, si près que je sentis son aile puante. Soudain, un gros chat tigré, tout de velours jaune, citron vêtu, entra en sautillant et on se dirigea vers un énorme pot rempli d'escargots au vinaigre. Il y en a marre des escargots. C'était Pistachion, le frère de Pirate Noir. Enfin des souris, il y en a marre des escargots, miaula-t-il en crachant par terre. Tais-toi, Nigo, lui lança le souricier, puis il se tourna vers nous. Quelle belle petite souris bien dodue, murmura-t-il en tirant ses griffes acérées et en regardant pensif un chat cuistot qui faisait rôtir à l'approche des dizaines d'escargots. D'où venez-vous, je vous prie demanda le souricier, et sa queue s'arrondit en point d'interrogation. C'est alors que, pour faire le malin, Pistachion piqua traquenard avec une broche. Je te ferais voir, moi, si nous étions sur notre île, hurla mon cousin. Plaît-il, s'agirait-il de la légendaire et des souris? Notre gagnon erre depuis toujours à sa recherche. N'est-il point vrai, miaula souricier? N'est-il point vrai, dirent les chats en écho. N'est-il point vrai, hurla Pistachion en retard. Tais-toi, Nigo, s'exclama le souricier, puis il se tourna de nouveau vers nous. Alors donc, enseignez-nous où se trouve votre île, et nous vous y ramènerons sur le champ, parole d'honneur de félin. D'honneur de félin, bredouilla Pistachion. Tais-toi, Nigo, cria souricier en lui écrasant la queue du talon de sa botte. Hurla Pistachion. Alors donc je n'ai pas parfaitement compris où était située l'audite île, insista le pirate noir. Nous n'avons pas envie de rentrer chez nous, répliquai-je en feignant indifférence. Et pourquoi cela demanda le souricier méfiant. Nous sommes les 4 seuls survivants d'une terrible épidémie. Hélas, la souricite aiguë, une maladie extrêmement contagieuse, a exterminé tous nos compatriotes, murmurai-je. Aussi nous avions quitté notre île dans l'espoir d'en trouver une autre habitée par des rongeurs, soupirai-je tristement. Je le regardai à la dérobée en faisant mine d'écraser une larme. Il semblait réfléchir et tenter de décider si je lui avais dit ou non la vérité. L'île est donc déserte à présent. Il serait inutile de faire voile dans cette direction, marmonna-t-il, ses griffes environnant sur la table. Cependant, un félin répugnant avec une épée à la ceinture se mit à jouer du violon. Que puis-je jouer pour votre excellence demanda-t-il, aussi visqueux que de la raclette fondue. La ballade de la vague traîtresse ou bien la danse des pendus enrhumés. Mes souriciers ne nous quittaient pas des yeux. Ça suffit, Azalette. Tu as assez joué aujourd'hui. Puis d'un air sournois, il me fit signe de m'approcher. Or donc, dis-tu vrai, où comptes-tu à mon songe, tout petit comme toi? Il ne te sierait point que je te flappe le bas de la queue en coup de fouet, n'est-il point vrai? Murmura-t-il en fermant les yeux, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un deux fentes. Je me taisais. Souricier me dévisageait durant quelques instants qui me parurent interminables, puis éclata de rire, découvrant ses incisives pointues. Or donc que l'on convoque maître Léger Friton le cuisinier. Comme chez grand-maman. La porte à 2 battants de la cuisine s'ouvrit. Un grand matou parut. Il portait une toque de cuisinier, sur laquelle étaient brodés 2 os-croix. Il avait des moustaches en croix et le front imparlé de sueur. Son éminence féline, sa majesté miaulement, sa chatitude n'aurait-elle pas trouvé à son goût les escargots farcis? J'aimerais tant régaler son excellence moustachue de mes plus raffinés, hélas, miaula-t-il en frémissant. Mais souricier lui intima silence. Dis-moi plutôt ce que tu penses de ces rongeurs. Des souris?
s'écria Loche Friton, rayonnant. Le rêve de toute une vie, cuisiner une authentique souris, quel honneur! De votre royale moustacherie, quel privilège! Assez papoté, dis-moi de quelle espèce sont ces souris et comment tu comptes les accommoder. Eh bien, répondit le cheffriton, elles sont de l'espèce sourine, en bonne santé, un peu maigrichantes peut-être, il faudrait les engraisser pendant 6 à 7 jours avant de les consommer, poursuivit-il le chef en tournant autour de nous et en nous examinant la loupe. Combien de portions peut-on en tirer demanda alors Souricier. Avant de répondre, la cheffriton réfléchit longuement. Une vingtaine. Ce sont des morceaux de choix pour pas les raffiner, conclut-il, et nous supposons d'un expert. Se nourrir est une nécessité, savoir manger est un art, murmura-t-il ensuite, d'un air inspiré en feuilletant un gros livre à la rayure de cuir. On pourrait faire un ragoût accompagné d'une émincée de champignons au persil, ou bien une givette avec des pommes de terre sautées. Sans oublier la souris à la broche, un classique, mais rien ne vaut la côte de souris à l'os. Et je ne parle pas de la souris préparée comme chez grand-maman, c'est servi avec une sauce pili-pili et parsemée de grands râpés. Ah, la recette de grand-maman me plairait bien, mais il ne faut pas trop de gingembre. Ça masque la saveur de la viande de souris, décida la souricier. Assurément, votre félinité. Vous êtes un fin connaisseur, le flatta la cheffriton. Allez, retourne à tes fourneaux, hors de ma vue. Conclut Souricier en me appliquant un coup de patte dans le derrière. À vos ordres, sublime et souveraine griffe, serviteur, murmura le chef faisant un saut de courbettes et de salamalek. Pistachon essuya la bave qui lui coulait le long des moustaches. Allons donc, elles sont tellement fraîches qu'on pourrait les manger crues, murmura-t-il. Il insista, le regard implorant, avec un filet d'huile, le jus d'un citron et une pincée de poivre noir. Tais-toi, Nigo, souffla Souricier. Puis il s'adressa au chat qui nous avait capturés. Il lança une bague qui portait un petit doigt. Prends ça, c'est pour te récompenser de ta valeureuse action. Merci, Excellence. Votre générosité me la s'envoie, balbutia le félin en s'inclinant jusqu'à toucher le sol de ses moustaches. Puis il s'éclipsa. Souricier sauta sur la table et murmura d'un ton plein de menaces. Enfermez ces rongeurs au cachot. Gare à celui d'entre vous qui les laissera échapper, murmura-t-il furieux, en faisant des moulettes avec son arme. Les pirates se jetèrent sous la table pour éviter d'avoir la queue ou les moustaches tranchées. 4 gros félins musclés nous prirent sous leur garde et nous piquaient le derrière de leur pointe de leurs sabres. Décidément, c'était une habitude. Nous poussèrent dans l'escalier qui conduisait à l'oreille du chat, une tour d'argent très haute dont il paraissait impossible de s'évader. Regardez-moi celle-là, comme elle est grasse, miaula un chat tigré en palpant la queue de traquenard. Patouche, bas les pattes, hurla mon cousin. Je ne vais pas te manger, pas encore, ricana l'autre, en nous faisant entrer dans une cellule. La clé tourna dans la serrure avec un grincement sinistre, nous regarda désemparés. Quelle fin horrible! Je le savais, avant même de partir. Je déteste les voyages. L'oreille du chat. Je me hissai à la fenêtre de l'oreille du chat et glissai le museau entre les barreaux. Le chat était à la manœuvre. Il amenait les voiles et se préparait à changer le cap. Qui sait où nous allions? Jute, jute et rejute, murmurai-je en serrant les barreaux. Mes compagnons eux aussi étaient tristes. Je ne veux pas finir dans une casserole préparée comme chez grand-maman, servie avec une chose pili-pili parsemée de gingembre, râpé sanglota mon cousin. Il leva le nez puis sa moustache dans un mouchoir jaune et à pointe rouge. C'est alors que Benjamin me tira par la moustache. Tonton, j'aurais, balbutia la petite souris. Benjamin, s'il te plaît, on verra ça plus tard. Excuse-moi, tonton, mais, insista-t-il. Allez, Benjamin, sois gentil,
Tu vois bien qu'on parle de choses sérieuses, ajouta Théa. Oui, mais moi j'ai un plan, chicota Benjamin fâché. Un plan? Avons-nous répété tout encore? Tu aurais pu le dire plus tôt, s'exclama Traquenard. Justement, je vous le disais. J'ai lu un livre, Les Mémoires aventureux d'un rongeur sans peur, et dans ce livre, le héros fait semblant de s'évader par la fenêtre de sa prison. Le geôlier découvre la cellule vide, court donner l'alarme et oublie de refermer la porte. Alors le héros remonte dans la cellule et sort par la porte. Vous avez compris? Ouais, mais comment scier les barreaux? Demanda Traquenard perplexe. D'un air mystérieux, Benjamin défit sa ceinture. Il glissa la patte dans une poche intérieure. Il en sortit un couteau que je reconnus sitôt. Il ouvrit et monta une lime petite mais robuste. Tu te souviens, tonton Jerry? Tu me l'avais offert pour mon anniversaire? Je l'ai toujours sur moi. Génial, s'exclama Traquenard, qui avait recouvré d'un coup son enjouement. Nous allons limer les barreaux à tour de rôle, pendant que l'un de nous montera la corde. Mais le bruit. J'ai une idée, s'écria-t-il. Il suffit de chanter. Sous-souris, sous-souris. Pendant que Benjamin montait la garde, que Traquenard limait, Tia et moi entamons l'hymne national. Toutes les souris la connaissent. Il commence par ces mots. Comme une goutte au milieu de la mer, brille dorée l'île des souriciats. Nul endroit n'est plus beau dans l'univers. C'est le joyeux paradis des souris. L'on enchaîna sur un chant guerrier. Nous, braves fières souris, rongeurs sur l'île des souriciats. Nous ne connaissons pas la peur, nous sommes des chats à la terreur. Car oui, souris, nous sommes et souris, nous resterons sous souris. Nous n'oublions pas, amis souris, ensemble nous vaincrons. Le chant martial qui date de la grande guerre contre les chats. Ensuite, nous passâmes au chant montagnard, comme le sourire poutroie de la pique du putois. Puis nous en vînmes aux mélodies modernes, grignotant sur la pluie, arrête ou je te mords la queue. Puis, rongeur mélancolique, et tu n'as même pas goûté le fromage que je t'ai acheté. Tout à coup, Benjamin fit des signes désespérés. Infernalé, le chat Gaudier arrivait. Alors donc, qu'est-ce que vous y manigancez ici, murmura-t-il soupçonneux. Nous chantons pour nous remonter le moral, expliquai-je en feignant la tristesse. Nous avons fini par résigner. Vous les chats, vous êtes trop rusés pour nous. À la bonne heure. Je me réjouis de votre humilité. Vous avez enfin compris. N'est-il point vrai que les félins sont plus intelligents que les souris? D'ailleurs, nous sommes 3 fois plus gros que vous. Il est bien normal que notre cerveau aussi soit plus gros que le vôtre. J'ai tort? Demanda-t-il perplexe, et conclut en rebroussant chemin. Continuez donc à chanter, mais pas de chanter triste, ça me fend le cœur, sniff. Il n'est pas bon qu'un félin aussi hardi et valeureux que moi s'attendrisse. Chef, rien que des chansons guillerettes pour sa seigneurie, clapit Traquenard en faisant le nick de son dôme. Tout était presque prêt pour l'évasion. Cœur de sourire. La nuit qui précipita l'évasion, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'aimerais tant être à la maison, je déteste les voyages, soupirai-je, en me tournant et en me retournant sur mon lit. Un rayon de lune filtrait à travers les barreaux. Je remarquai alors, gravé sur le mur d'argent de la cellule, un dessin à demi effacé par le temps. Souriciati, m'éclamai-je, abasourdi, mais j'allais réveiller Théa. C'est le plan du galion, murmurai-je, en recopiant le dessin sur mon journal. Ça va nous être utile. Pour nous orienter dans cet immense navire, tiens, les cuisines sont là, et ici les potriers, la cale, là-bas, la pose de commandement. Qui a bien pu graver ce plan? Un prisonnier peut-être, murmura ma soeur en ressaisissant le dessin avec respect. Il y a une date, 1663, et une inscription en souricique, la langue qui parlait nos ancêtres souriciens. Le cœur d'une brave souris ne connaît que la liberté. Oh les cœurs, oh les rongeurs. Du plan aux escargots. Traquenard avait longuement bavardé avec Infernalé, le chat qui nous surveillait, et il avait appris pourquoi les pirates ne consommaient que l'escargot. Il aurait bien aimé manger du poisson,
Mais le pirate noir y était allergique. La simple vue d'un poisson le provoquait de terribles démangeaisons. Si c'est pas dommage, quand je pense à tous ces bons poissons, on ne peut rien pêcher, ni thon, ni sardines, ni roquets, ni crustacés de fruits de mer, parce que lui, en prononçant ce mot, il baissa la voix. Il dit qu'il a envie de se gratter rien qu'à la vue d'un poisson de loin. Puis il imita celui-ci. Moi je ne mange pas, et si moi je ne mange pas, personne n'en mange. Exaspéré, il bougonnait. Du coup, nous n'avons que ça au menu, des escargots, toujours des escargots. Enfin, le matin où il était prévu de nous mettre à la casserole se leva. Infernalé arriva en faisant teinter son trousseau de clés. Debout les rongeurs, les fretons ne va pas tarder à venir vous chercher. En attendant, que diriez-vous de quelques douceurs? Si vous mettrez un peu de graisse sur ces petits os, son excellence apprécierait que vous galoperiez avec agrément. De toute façon, pour vous, c'est du pareil au même. Traquenard murmura. Tenez-vous prêt. Puis il s'approcha du barreau d'un air innocent. Salut infernal, j'engloutirais volontiers une part de tarte aux escargots avec un peu de flan aux escargots. Vous en avez? Bien sûr qu'on en a du flan. Ça te dirait un peu de bave d'escargot, de la bave chantilly et une bouillie d'escargot tiède? Pourquoi pas, cher ami? 1000 milliards de petits rouquets qui ont le mal de mer. Je cours aux cuisines, miaula Infernalet. Dès qu'il eut tourné le talon, Dea prit le drap et les couvertures et noiseusement, je courus à la fenêtre, écartai les barreaux, déjà sciés, puis les pirates tremblants agrippaient la corde et me laissaient glisser en dehors par la fenêtre. Bientôt, suivi par mes compagnons, on nous serra les uns contre les autres sur la corniche d'argent. La tentation de jeter un coup d'œil en bas était trop forte. À 60 mètres d'altitude, j'avais le vertige. Les canons avaient l'air de jouer, et les chats qui vaguaient à leur occupation, sans se douter de rien, ressemblaient à des fourmis. Notre attente se prolongea plusieurs minutes, interminable. Puis nous entendîmes le geôlier qui revenait. Au même moment, une puanteur atroce se répandait. C'était la bouillie d'escargots tièdes. Enfin, un miaulement de rage retentit. 1000 milliards de mini-poulpes qui dansent le muet avec de gros rougets. Hurla Infernalé. Je me suis fait avoir à part ces maudites souris. Chat échaudé, s'écria l'autre geôlier, pressé tout en se rouant sur la fenêtre. Je connais qui vont y laisser l'arc, rougit Carchereau, le capitaine des gardes. Mamma miaou! 1000 milliards de fours de chats tigrés, quand sourissait sur cela, les moustaches vont valser, murmura un officier félin très agité. Un miaulement assourdissant retentit alors, et nos poils se hérissèrent. C'était la sirène d'un arme des chats. Miam, miam, miam. Les pirates se ruèrent dehors et la coursive redevint silencieux. Rapide comme des rats, nous grimpa le long de la corde et remonta dans la cellule. La porte était grande ouverte par l'ombre d'un chat. On nous glissa à l'intérieur des armures alignées dans la coursive. C'est alors que je résonna un tintement métallique. C'était le bouc de bottes de souricier. Le tintement cessa brusquement juste à notre hauteur. Sniff, sniff, murmura le pirate noir en reniflant. Sniff, hurla-t-il en continuant de renifler. Le tintement se rapprocha, puis on entendit un cri félin. Excellence, on n'a pas trouvé d'empreinte. Vous allez me faire croire qu'il leur est poussé des ailes. Cherchez mieux leur dos, hurla Sorcier en se dirigeant vers la sortie. De l'argent au soleil. Dès que le pirate noir se fit éloigner, je me précipitai à la fenêtre de l'oreille de Chano et considérai la face pont du galion. Les chats couraient en tous sens à la recherche des fugitifs, c'est-à-dire nous. Il nous faut trouver un autre plan. Quelqu'un a une idée? Demandai-je à mes compagnons. Nous discutâmes à voix basse pendant plus d'une heure. 1. Nous pouvions rentrer à Surecia que par la mer. 2. Il nous fallait utiliser le galion. 3. Nous devions forcer les félins à quitter le navire.
Abîmé dans les sombres pensées, j'observais les galions d'en haut. Il était près de midi, et sous le soleil, le pont scintillait. Les plaques d'argent lançaient les éclairs aveuglés. Tout est en argent, pensais-je. Tout est en argent. À ce moment, Tracteur posa une patte sur la grande matte. Aïe, c'est brûlant. On dirait un gris bistec. Je le fixai, les yeux écarquillés, puis je murmurai. Je sais comment nous débarrasser des chats. Un gris à beefsteak. Vous sentez comme la surface du bateau est chaud, c'est que le galion est tout en métal. Il a été construit en argent, ou plutôt en alliage d'argent. Demain, à midi, quand le soleil sera à zénith, nous imitons le feu. Il deviendra aussi brûlant qu'un grill de beefsteak. Les sages jeteront à l'eau. Nous prendrons le contrôle du bateau, expliquai-je. Tracteur m'amona. D'accord, l'idée de faire rôtir les chats à la manière d'une entrecôte me plaît beaucoup. Très réfléchi. Le pirate noir donnera l'ordre de mettre les canaux de sauvetage à la mer. Je ricanai. Les canaux de sauvetage sont aussi en argent, serait. Benjamin me tira par la veste. Mais tonton, que vont devenir les chats? On ne peut tout de même pas les laisser se noyer. L'île des soupirs. Traquenard grommela lugubre. Alors là, ils peuvent bien servir de pitance aux requins. Ce n'est pas ce qui m'empêchera de dormir. Théa suggéra. Il n'y a pas une île près d'ici. On devra aller consulter les cartes de Moustachu, le capitaine, pendant qu'ils sont tous occupés à nous chercher sur le pont. Je feuilletai fébrilement mon journal jusqu'à la page où j'avais recopié le plan du navire. Le poste du commandant est à la proue. À la vite, on y va. Nous nous élança le long des cursifs d'argent, ouvrant une porte après l'autre. Enfin, nous pénétrâmes dans le poste de commandement. Au centre se dresserait une longue table d'argent, sur laquelle étaient disposés instruments de navigation, livres ouverts et cartes nautiques. Ça et là, du bout de papier griffonné, je reconnais la signature à fourniture du piratoire. Je consultai une carte marine. L'île la plus proche est l'île de Soupir, à 30 milles d'ici. Théa se pencha par-dessus mon épaule pour mieux étudier la carte. Il n'y a pas pire que l'île des Soupirs, c'est au bout du monde. Comme ça, ils ne pourront jamais en repartir, s'exclama Traquenard, tandis que Théa se livrait à un rapide calcul pour déterminer la position du bateau. Le griffe d'argent ne suit pas la bonne route. Si les pirates se jettent à la mer demain midi, ils seront incapables d'atteindre l'île à la nage. Il faut trouver un moyen de virer bord sans que personne ne s'en aperçoive. Ma sœur avisa alors sa grosse boussole au centre de la pièce. « Vous savez comment ça marche, une boussole ?» demanda-t-elle. « L'aiguille m'indique toujours le nord, mais il suffit d'apporter un aimant pour le faire bouger. Seulement, où trouver un aimant ?» Le fromage porte bonheur. Benjamin s'écria. « J'ai un aimant, tonton. » Et il me tendit le porte-bonheur dont il ne se séparait jamais. C'était un de ces petits fromages en plastique, munis d'un aimant qu'on fixe sur la porte des réfrigérateurs. Théa posa la porte-bonheur sur la boussole et le dépassa en étudiant le mouvement de l'aiguille médiatique. Voilà, conclut-il, en se redressant satisfaite. Dorénavant, la boussole indiquera la route de l'île des Soupirs. Nous nous cachâmes ensuite dans un énorme coffre d'argent qui contenait les rouleaux de cartes nautiques. J'entendis alors un bruit d'entrevue de couvercle. Le capitaine Moustachu entra dans la salle. Le félin s'approcha de la table, jeta un coup d'œil de la boîte au sol et sauta au plafond. « Miaou ! Nous avons dérivé de notre route. Vite, tous à la manœuvre !» Patara, phoque et cacatois. Il empoigna son mégaphone d'argent et aboya ses ordres. « Ohé les félins, tous à la drisse, parez les armures. Voile à bâbord, voile à tribord. Hissez le phoque, amenez le glafond. Montez la une, déroulez la balancine, la patara, la draille l'été. 2 bandes de riz, gare aux repenses, relanquez la bordure. Hissez le perroquet, le coq à toit, la perruche et l'ours d'Artimon.
Les officiers du navire protestèrent en chœur. Pourquoi changer de cap, Moustacha? Le capitaine expongea la sueur qui coulait sur ses moustaches. Je ne comprends pas, on s'était complètement écarté de la bonne route, mais je viens d'y mettre bon ordre. Je soufflai en abaissant le couvercle du coffre, et ça, il était sûr de bonne route maintenant, la route de l'île des Soupirs. 5, 4, 3, 2, 1. Nous attendîmes plus ou moins patiemment que le temps passe. Le lendemain, à 11 heures, nous étions prêts. Ils me tinrent de rôtir les pirates sur le gris, ricana Traquenard. Lorsque nous fûmes en vue de l'île des Soupirs et que le galion fut assez proche des côtes, nous glissâmes dans les magasins de poudre. Chacun de nous prit un petit baril et courut à son poste. Pour tromper les pirates et leur donner l'impression que le galion avait vraiment pris feu, nous allumâmes 12 incendies en même temps, à 12 endroits différents du bateau. 4, 3, 2, 1, feu! Nous un grand crépitement meuble, rideaux et livres s'embrassèrent, dégageant une fumée noirâtre qui se répandit partout. On entendit les félins hurler « Au feu! Au feu! Au feu !» L'incendie s'étendit, attisé par un vent déchaîné, nous enveloppa nos pattes dans des morceaux de chiffon, car le galion était de plus en plus brûlant. Les flammes paraissaient jaillir de partout. C'est ce qui désorientait les chats. Nous entendirent miauler. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un abordage. La poudrière a explosé. Mais non, c'est les cuisines qui sont en feu. Très vite, le bateau devient incandescent. Les chats sautaient sur le pont qui était aussi chaud qu'un grille de beefsteak ou qu'un fer à repasser. À un moment donné, persuadés que la situation était désespérée et que le galion était sur le point d'exploser, tous les félins se jetèrent par-dessus bord. Arrêtez, bande de farbants, c'est moi qui vous dirai quand on sautera à l'eau, miaulait le pirate noir féribond. Mais plus personne ne l'écoutait. Une griffe ardente. Lorsque tous les pirates plongeaient dans la mer, Traquenard et moi nous précipitâmes vers les voiles. Théa s'installa à la barre et Benjamin courut fermer la porte des pièces en feu. Il obstrue la fente entre la base des portes et le sol à l'aide des chiffons imbibés d'eau. Les flammes qui n'étaient plus alimentées par l'aile commençaient à mourir doucement. Une fois le premier moment de stupeur passé, les pirates essayèrent de remonter à bord, mais avant qu'il ait pu s'accrocher à la chaîne de l'ancre, nous avions hissé les voiles. En route pour Souricière, cria Traquenard. J'ai aperçu le pirate noir qui gesticulait dans l'eau. Le vent nous apporta ses vociférations. Mioucre! Si je vous retrouve entre mes pattes, je vous hache menu comme chair à pâté. Puis il se mit à faire des moulinets en l'air avec son sabre, comme pour nous couper une rondelle à distance. Pitachon, que nous reconnut à sa veste jaune, nageait en allaitant derrière son frère. Nous aperçut aussi Moustachu, le capitaine Félin, Infernalé, notre geôlier, Écorchera, le capitaine des gardes, et bien d'autres encore. Théa se pencha par-dessus le bastinga et scruta l'horizon. L'île des Soupirs était proche, très proche. Les pirates avaient renoncé à tout espoir de reconquérir un navire, nagèrent en direction de l'île résignée. Nous entendîmes alors une chanson féline. Je vis que ma sœur notait les paroles. Si tu vois à l'horizon naviguer un fier galion, mon gars t'as les pattes toutes moites, car c'est un bateau pirate. Et si tu entends miauler un terrifiant chapeauté, mon gars t'as les pattes toutes moites, oui c'est un félin pirate. Nous sommes vraiment nombreux, nous sommes drôlement affreux, nous sommes les rois du naufrage avec de beaux tatouages. Nous allons à l'abordage, nous adorons le pillage, miaou, préparez-vous à l'orage. En réponse, on entendra notre chant martial. 1000 queues se présentent ardemment, 1000 voix chicotent bravement, 1000 moustaches fébriles au vent, 1000 pas brandissent fièrement, ton drapeau jaune, ton drapeau blond, tous les pelages de 1000 souris, 1000 cœurs battent à l'unisson, pour toi, Souricière, île chérie. Schnoop, Gradoute et puis
puantade. La journée s'écoulait. Chaque matin, en montant sur le pont, je scrutais la mer à l'horizon à la recherche d'un point qui n'apparaît jamais. Il me tardait de rentrer à la maison. Je déteste les voyages. Suressia, mon île chérie, c'est à toi qu'allait ma première pensée à mon réveil, à ma dernière avant de m'endormir. Nous avions exploré le galion en fond en comble. Il y avait à bord des provisions pour des années de navigation. On m'avait attribué la cabine du pirate noir. Dans une petite gage dorée, je découvris Tyrantelle, sa tarentule de compagnie. Il y avait même la petite laisse qui lui attachait au cou pour la promener. Dans un bol d'argent, de la soupe à fourmis, des mouches fripes et des puretés au chiron de mes favoris. Le pirate noir avait une passion secrète, la broderie aux pointes de croix. Sur son grand lit de balcon, il y avait disposé avec soin des dizaines de coussins amoureusement brodés. Je me glissais sous les draps de lin et les doux couvre-lits de satin damassés en poussant à soupir une satisfaction. Sous le lit, un pot de chambre portait le blason des princes des mers pures. À la descente de lit, comme elle était douce, elle était toute de fourrure grise. Était-ce du poil de souris ou Benjamin, qui avait assisté pour dormir dans ma cabine, entra les bras chargés de couvertures. Je fais le ménage, je veux que les pièces brillent, comme les cruelles d'un chat affamé, chicota-t-il rageux. Tiens, elle s'était confortablement installée dans la cabine de Pistachon, au mur teintu de satin jaune canari. Nous découvrîmes que le pirate jaune collectionnait les jouets anciens, marionnettes, tapis, petits moutons et souris miniatures à ressort. Pistachon possédait également un précieux jouet mécanique du XVIIIe siècle, un chat qui tordait une souris par le queue. Quant à Traquenard, il avait choisi la chambre la plus proche des cuisines, celle du chef Lafriton. Dans la cuisine, aux parois graisseuses et zébrées de traces de doigts, nous trouvâmes d'innombrables livres de cuisine. Éloge de l'escargot, où l'est mis une sublime recette des félines. Lisait Traquenard avaché sur le fauteuil à bascule de Lafriton. Salmigonti, petit gris farci aux olives, grindotte, friture de limaçon, parmacelle, mollusques aux sauces à la menthe, gargouillonnade, pâté d'escargot aux herbes aromatiques, pontade, consommé à la limace à l'ail, grille bondite, filet de lauge au piment rouge, schnoops, zivet de tindron de colimaçon, escargantier, langue d'escargot à l'aigre douce. Merci, souricier. J'étais à bord lorsque Benjamin arriva en courant et en agitant son balai et son chiffon à poussière. Oncle Geronimo, viens voir ce que j'ai trouvé. Il me tira par la veste, les pattes toutes pleines de savon. Vite, vite, descends, tonton, descends. Dans la cabine, continuait-il en sautillant sur le pont. La cabine, quelle cabine demandai-je intrigué. Je ne comprenais rien du rien. Tonton, je passais la serviette dans ta cabine, enfin dans la cabine de pirate noir, je veux dire. C'est comme ça que j'ai découvert une cachette sous le lit. Une surprise m'attendait dans la cabine du souricier. Une trappe était aménagée dans le plancher, fermée par un énorme cadenas d'argent. Vite, ouvrons-la, chicota Traquenard, aussi excité que Benjamin, et même plus si c'était possible. Du calme, du calme. Ne vous montez pas la tête, vous pourriez être déçu. Ça se retrouve, il n'y a là-dedans que des caleçons de rechange du capitaine. Au bout d'une demi-heure d'effort, nous fit enfin sauter la serrure. La trappe s'ouvrit, révélant des pièces d'or et d'argent, des pièces précieuses, des bijoux. Un trésor, s'exclama Traquenard, plongeant le museau dans un tas de pièces d'or. Et quel trésor, poursuivit-il, en faisant retomber le bijou en pluie sur sa tête. Puis il s'enfonça dans les pièces comme s'il prenait un bain. Il poussa une couronne sur sa tête et enfila à son poignet toute une série de bracelets. Ça me va comment? N'ai-je pas l'air d'être le roi des pirates souris? Glaba-t-il en ricanant. Tonton, regarde un peu ces rubis, ils sont gros comme des œufs, chicota Benjamin en reversant le contenu d'un petit sac de cuir. Ça doit être la réserve du bouton de souricier
gloussa Traquenard en le soupesant, puis il les lança en l'air comme un jongleur. Squit, 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 criait-il chaque fois qu'il en attrapait un. Vous saviez que j'avais travaillé dans un cirque? Théa ouvrit un riche coffret de nacre. Des perles roses. Quelle merveille, murmura-t-elle en attachant autour de son cou un rang de perles en délicates nuances. Le coffret contenait encore un bracelet, une bague, une paire de boucles d'oreilles et un minuscule mais précieux diadème. Ces bijoux me disent quelque chose. Je me frappais soudain le front. J'y suis. La reine Queue de Rose les portait quand elle a posé pour son célèbre portrait. J'ai examiné les pièces avec intention. Ça, c'est un doublon de la principauté de Féline. On y voit graver la devise des pirates. Ce qui est à toi est à moi, mais ce qui est à moi est à toi. Soudain, je ne crus pas mes yeux. Je retournai mes lunettes et nettoyai les verres pour mieux voir. Était-ce possible? C'est, balbutai-je incrédule. C'est le légendaire écu d'argent, le première pièce frappée par la monnaie Souréssia. Il date de 1458. Il a même la devise notre île. Haut le cœur, haut les rongeurs. Vente en poupe, cap à 95 degrés de longitude et haut les cœurs, haut les rongeurs. Répétions-nous avec un petit clin d'œil en nous relayant là-bas. Oui, nous dirigeons vers l'est. Nous ne tardions pas à gagner sur Essial, la douce, l'île où nous avions laissé notre cœur. Pour atteindre la roue en un cajou du gouvernail, poli par les pas d'innombrables pirates, je devais me jucher sur un tabouret. Mais quel bateau! Un véritable galion de combat! Dieu sait à combien d'abordages il avait participé. Je recaressai la roue. Les marins disaient que les bateaux sont vivants, qu'ils ont une âme. L'âme de celui-ci devait être un peu noire. Peu à peu, un œil fixé sur la boussole et l'autre sur la voile, je m'abîmais dans mes pensées. Pourvu que quelqu'un ait pensé à épouster ma précieuse collection de croûtes de gruyère du XVIIIe siècle. Je tapotai la poche où je gardais mon journal. Il ne manquait plus à mon livre que la conclusion. J'espérais qu'il serait heureuse. Terre demanda Théa en remontant à toute allure de la campus. Oui, terre, répondit Traquenard, fou de joie, en lui envoyant un baiser. Terre, terre, chantonna Benjamin en improvisant une danse des nouilles sur la proue que risque de tomber par-dessus bord. Mouille, touille, ouille, 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 il faut que ça brouille. Chantait à tue-tête Traquenard et Théa en dansant la farandole sur les guillards d'arrière. Nous avions une allure complètement loufoque. Ma sœur, la seule à voir coudre, avait ajusté les vêtements que les pirates avaient laissés à bord. Traquenard portait une chemise de dentelle blanche à l'origine, mais à présent d'une couleur indéfinissable, disons couleur souris. Benjamin était affublé d'un maillot rayé rouge et blanc. Sur sa tête, il avait noué un foulard qui lui donnait un air canaille. Théa, très chic, arborait un gilet de soie jaune, canari avec des pinces poils dorés. Dans le coffre de souricier, j'avais découvert un hauppelon de velours noir, soigneusement plié et saupoudré de naphtaline. J'avais retroussé les manches, mais l'ourlet traînait par terre. Je brossais mon pelage incrusté de sel et peignais mes moustaches pleines de nœuds. Ne t'inquiète pas, petit cousin, chicota Traquenard, il plainsta en lissant la dentelle crasseuse de sa chemise. L'élégance, nous sommes bien au-dessus de tout cela, non? Nous ne revenons pas d'une partie de pêche à la truite morblue ou d'un combattu des pirates, dit mon cousin en faisant les gestes de trancher à la gorge à quelqu'un, et conclut comme s'il répétait un discours. D'énormes chats pirates, gros comme, sans sourire entassés les uns sur les autres. Tu n'exagères pas un peu, Traquenard? Moi aussi j'y étais et je n'oublie pas, répéta Théa. Insinuerais-tu que je suis un menteur ou que j'ai besoin de lunettes? Marmonna Traquenard. En sautillant comme un boxeur, ces chats étaient énormes. Leurs moustaches étaient aussi longues que ma queue et leurs griffes, vous vous souvenez de leurs griffes,
on aurait dit des rasoirs. Il affûtait qui vous aurait épaissé une souris en un clin d'œil. Zigzag, et il coupa une pomme en quatre avec son couteau, puis il soupira. Bon, d'accord. Ah, et il conclut en offrant à chacun un quartier de pomme en signe de paix. Mais je jure que c'était les chats les plus gros que j'ai jamais vus. Évidemment, il y a un intérêt dans ces moustaches. Vous n'avez jamais vu de chat avant. Souricier à la douce. Peut-on dire d'une telle terre qu'elle est douce? Le vent en poupe, nous retournions enfin à l'île. Nous avions laissé notre cœur souricier à la douche. Benjamin grimpa au sommet du grand mât et de là-haut agita son chapeau de pirate. C'est si bon de rentrer chez soi. Je déteste les voyages. Je retrouvai avec émotion la statue qui salue les marins à l'entrée du port de Souricia. C'est la statue de la liberté qui brandit un morceau de fromage. C'est le symbole de notre île et elle est chère au cœur de tous les rongeurs. Nous passâmes devant les bureaux de la capitainerie du port. À travers les vitres, nous aperçûmes les museaux stupéfaits des souris en uniforme. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit escorter un galion pirate. Montrons-leur ce que saluer veut dire, criai-je. Nous inclinâmes solennellement et les plumes de nos chapeaux, les pirates affolèrent. Vive Souricia! Crions-nous en chœur. Son île de traquenard faisait éclater une salve depuis les 100 canons de bateau. Les embarcations que nous croisions nous cédaient le passage avant de se placer dans notre village pour former un cortège d'honneur. Nous allons être célèbres, mes amis, clipissait Traquenard, en se pavanant sur le pont, comme si c'était lui le propriétaire du bateau. Il distribuait à tout vent des majestueux saluts. S'ils ont déjà les moustaches qui en tombent de satisfaction, qu'est-ce que ça va être quand ils verront le trésor? M'écriai-je tout excité. Et j'improvisai un gig sur le pont, au risque de passer par-dessus bord. Nous emmena les voiles, les crives d'argent s'ancra solennellement au centre du port. Nous mîmes un chaloupe à la mer et rejoignit la rive à la rame. Nous ne pouvions imaginer le nombre de rongeurs qui nous observaient sur le quai bouche bée. Une rumeur parcourait la foule. D'où arrive-t-il? Et d'où vient cet énorme galion d'argent? Pourquoi a-t-il des canons? Un drapeau avec des têtes de mômes? Tu as vu leur accoutrement? Mais ma parole, c'est Geronimo Stilton, le directeur de l'écho du rongeur. Mais oui, c'est Stilton. C'est lui qui avait semé une sacrée pagaille avec ses pages jaunes. Tu te rappelles, toutes les adresses étaient fausses. Sapristi, tu as raison. Regarde, il y a aussi sa sœur, Thea Stilton. Comme elle est mignonne, quel beau jeu violet. Sapristi. Pardonnez. Interview dans les journaux, à la radio, à la télévision, tout le monde voulait entendre le récit de notre grande aventure. Nous étions devenus des héros nationaux. Non seulement nous avions vaincu, neutralisé des chats pirates, en le religuant sur l'île des soupirs, mais surtout nous avons rapporté à Souricia les légendaires écus d'argent que les pirates nous avaient subtilisés à l'époque de la Grande Guerre contre les chats. Nous décidâmes de faire don à la ville du galion d'argent, qui fut transformé en musée d'histoire du peuple des souris. Notre succès fut tel que là, la petite mésaventure des pages jaunes, avant mon départ, fut pardonnée. Pourtant, certains des exemplaires beurrés d'erreurs continuent à circuler, et de temps en temps, quelques téléphones à des rédactions pour passer une commande d'un stock de papier hygiénique. Quant à moi, j'avais hâte de raconter dans un livre tout ce que nous avions arrêté d'arriver. Je m'enfermai chez moi et me mis à écrire. La rencontre avec Souricier et Patachon, la prison, notre évasion, l'assaut contre les pirates, le voyage de retour, tout était dans mon journal. En moins d'un mois, le livre était prêt. J'avais déjà décidé le titre, Le Galion des chats pirates, et le nom de la collection, Histoire pour rire, bien sûr. Ça allait devenir un best-seller, j'en étais sûre. Moi, j'en ai du flair pour repérer les best-sellers. Et pizza et valise, et trésors, chacun de nous fait un usage différent de sa part. Ma sœur a acheté une petite île au nord-est de Souricia, un parc naturel où toutes les espèces en voie d'extinction sont protégées. Puis elle a fait construire un énorme catamaran
au bord duquel les cylindres londent en large les mers autour de Surétia. À propos, elle a réussi à vendre la chanson des pirates à une maison de disques et ça a été un succès phénoménal. Et traquenard, je ne peux pas allumer la télévision sans qu'il paraisse à la tête de mon coussin. Un bandeau noir sur l'œil, il agite un petit drapeau avec des tibias entrecroisés. Plus clignant outrageusement l'œil, il s'exclama. Je vous attends à la pizzeria, le galion des pizzas. Après quoi, il nous sérit son slogan. Tous à l'abordage pour la pizza fromage. Enfin, pour épater les téléspectateurs, il s'élança dans la vide accroché à une corde. Et serrant contre les dents un morceau de pizza fumant, ce gros malin a ouvert une chaîne de restaurants. Les garçons qui vous servent les pizzas en fromage sont habillés de pirates. Des centaines de rangeurs font la queue pour y dîner. Je vous le promets, je les ai vus de mes yeux. Ah, le pouvoir de la publicité. Enfin, savez-vous ce qu'en a décidé Benjamin et moi? Vous ne devinerez jamais. À l'heure où je vous parle, je suis en train de faire mes valises. Je pars, ou plutôt nous partons pour le tour du monde qui durera toute une année. J'ai compris que les voyages, c'est beau, c'est même merveilleux.